Le pape vient de scier, franchement il s'est replié comme une chaise de jardin à rabais, il est sorti en frappant fort, il a traité Trump de tyran, sans le nommer directement. Pendant une semaine entière, les médias ont été complètement grisés par l'idée que le premier pape américain allait devenir le marteau moral qui finirait enfin par faire tomber Donald J. Trump. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Trump a répliqué durement et en l'espace de quelques jours, de quelques heures même, le pape Léon XIV a l'horreur des médias traditionnels, a tout remballé. Dans l'orbite de Trump, chaque désaccord finit d'une manière ou d'une autre par être transformé en test de loyauté télévisée, comme si gouverner n'était qu'une extension dorée du théâtre de campagne. Restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, parce que non seulement ce pape a scié, mais nous allons aussi voir comment il vient de dire quelque chose sur l'immigration qui a complètement sidéré la gauche politique. Attendez de voir ça. Bon. Alors revenons sur ce qui s'est passé, parce que les médias essaient désespérément de faire tourner ce mea culpa évident du pape à leur avantage. Il y a à peine une semaine, le pape Léon XIV, anciennement Robert Francis Prévost de Chicago, était en mode offensif. Le 12 avril, quelques jours seulement, après avoir rencontré l'ancien stratège d'Obama, David Axelrod, le pape a déclaré que le monde était ravagé par une poignée de tyrans. Une phrase que tout le corps de presse international a immédiatement interprétée comme une attaque directe contre le président Trump et sa politique sur l'Iran. Le pape a insisté à Alger. Il a insisté encore davantage au Cameroun. Il a dit aux journalistes qu'il n'avait aucune crainte de l'administration Trump. Rolling Stone et les chaînes comme CNN jubilaient. USA Today a publié un article haletant sur la façon dont la querelle entre Trump et le pape divisait les catholiques. Al Jazeera, de tous les médias, a applaudi le pape comme un exemple montrant au monde comment tenir tête à Trump. Je veux dire, les médias traditionnels ont été absolument sans vergogne dans toute cette affaire. La gauche mondialiste avait trouvé son nouveau champion et, une fois de plus, comme François avant lui, c'était un pape libéral de gauche. Même Bill Maher était un peu décontenancé de voir à quel point les démocrates et les médias avaient soudainement trouvé ce nouveau héros improbable dans la papauté. Puis Trump a fait ce qu'il fait toujours. Il n'a pas bronché. Il ne s'est pas excusé. Il est allé sur Truth Social. Il a qualifié Léon de faible face au crime, de désastre pour la politique étrangère. Et il a dit carrément « Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis ». Trump a même repartagé, si vous pouvez le croire, on en a parlé la semaine dernière, il a même repartagé les anciens retweets et marques d'approbation de gauche du pape sur X, maintenant supprimés. Encore une fois, vous n'étiez pas censé voir ces publications. Le Vatican a fait supprimer le compte, mais il était très clair que le pape a une orientation militante de gauche dans sa politique. Et Trump l'a exposé aux yeux de tous. C'est généralement la méthode. Inonder la scène, inonder le fil, et espérer que le simple volume finisse par se faire passer pour de la clarté morale. Et puis, après plusieurs jours de tout cela, quelque chose de remarquable s'est produit. Il y a eu un certain récit qui n'a pas été exact dans tous ses aspects, mais en raison de la situation politique créée, lorsque, au premier jour du voyage, le président des États-Unis a fait certains commentaires à mon sujet. Une grande partie de ce qui a été écrit depuis n'a été que du commentaire sur du commentaire, cherchant à interpréter ce qui a été dit. Juste un petit exemple, l'allocution que j'ai prononcée lors de la rencontre de prière pour la paix, il y a quelques jours, avait été préparée 2 semaines plus tôt, bien avant que le président ne fasse le moins de commentaires à mon sujet et au sujet du message de paix que je promeus. Et pourtant, cela a été perçu comme si j'essayais de débattre à nouveau avec le président, ce qui n'est absolument pas mon intérêt. Voilà donc le pape, ce week-end, à bord de l'avion papal, entre le Cameroun et l'Angola, en train de battre complètement, totalement, incontestablement en retraite. Ce que vous venez d'entendre, ce n'était pas le langage d'un berger intrépide réprimandant César. C'est le langage d'un homme qui vient de se faire ensanglanter le nez et qui cherche la sortie la plus proche. La formule Trump vise rarement à convaincre, de toute façon. Elle vise à épuiser, de préférence sous les caméras,
avec le volume réglé sur l'état d'urgence permanent. Et, si vous pouvez le croire, il a fait l'impensable. Au Cameroun, le pape a réellement dit à des diplômés de ne pas immigrer vers d'autres pays, c'est-à-dire l'Europe, mais de rester dans leur propre pays et de travailler à l'améliorer. Oui, il l'a bel et bien dit. C'est littéralement impossible à inventer. Après avoir ouvertement critiqué les politiques de sécurité frontalière de l'administration Trump, Léon dit maintenant aux populations africaines de respecter ces mêmes politiques de sécurité frontalière. Rien ne déstabilise davantage toute cette mise en scène que d'entendre ses propres slogans lui revenir sans l'éclairage habituel des rassemblements ni la chorégraphie enveloppée de drapeaux. Il se passe ici quelque chose de bien plus grand qu'une simple querelle. Oui, nous venons d'avoir le premier pape américain en 2000 ans d'histoire de l'Église tenter délibérément de détourner les catholiques américains de la coalition Trump. Encore une fois, ces commentaires sur les tyrans et ses critiques contre Trump sont arrivés quelques jours seulement après sa rencontre avec David Axelrod, n'est-ce pas, le bras droit d'Obama. Mais ce que le pape vient de faire révèle, en fait, quelque chose qui va bien au-delà des manœuvres désespérées des démocrates. Quelque chose de bien plus important est en train de se jouer ici, et cela va absolument vous renverser. Mais d'abord, quand on pense à la guerre, on imagine des soldats sur les champs de bataille, mais les dégâts réels ne restent pas confinés. Regardez à quoi ressemble la guerre moderne. Pourquoi cette ville est-elle couverte de toiles d'araignée ? Et oui, c'est réel. La réponse, c'est que ce ne sont pas des toiles d'araignée, c'est de la fibre optique. Et c'est à cela que ressemble la guerre en 2026. Elle empêche les drones d'être brouillés. Ils traînent derrière eux, kilomètre après kilomètre, de la fibre optique, et maintenant le paysage est littéralement recouvert de milliers de kilomètres de ce câble. Et il n'y a pas que ces câbles de fibre optique. Chaque fois qu'un missile explose ou qu'une bombe détonne, des particules de microplastique sont libérées dans la haute atmosphère et se répandent à l'échelle mondiale jusqu'à se retrouver dans l'air que nous respirons et dans la nourriture que nous mangeons. Comme elles sont minuscules, elles sont absorbées dans le sang et dans nos organes où elles s'accumulent au fil du temps, déclenchant de l'inflammation et augmentant le risque de maladies cardiaques, de cancer et même d'Alzheimer. Mais voici ce qui est incroyable. De nouvelles recherches montrent maintenant que certains probiotiques présents uniquement dans le kimchi peuvent se lier à ces microplastiques et aider à les éliminer du corps. Les résultats ont montré que les personnes prenant ce probiotique dérivé du kimchi éliminaient presque 2 fois plus de microplastiques. Et c'est pas tout. Une autre étude a révélé qu'une souche précise présente dans le kimchi, Bacillus pumilus, peut décomposer le BPA, l'un des produits chimiques les plus toxiques contenus dans le plastique. Cela signifie que votre corps a réellement la capacité de se débarrasser des toxines, mais seulement lorsque votre intestin est équilibré et fonctionne comme il le devrait. Mais voici le problème. La plupart des gens ne mangent pas du kimchi assez régulièrement pour obtenir ses bienfaits. C'est pourquoi Brightcore a créé Kimchi One, avec plus de 900 souches de bactéries bénéfiques, afin d'offrir tous les bienfaits du vrai kimchi dans des capsules pratiques. Aucun goût, aucune odeur. Le tout est sans OGM et fabriqué à 100% ici même aux États-Unis. Aujourd'hui, vous pouvez essayer Kimchi One en cliquant sur le lien ci-dessous pour obtenir 25% de rabais sur votre commande complète. Ou pour la meilleure offre disponible, appelez mes amis chez Brightcore. Donnez-leur un coup de fil et vous obtiendrez 50% de rabais plus la livraison gratuite. Appelez-les maintenant au 888 597 0233. Tele 880 și 590 și 733. Le vice-président J. Vance, un gentleman et catholique jusqu'au bout, a gracieusement accepté la reddition du pape. Il est allé sur X et a écrit, je cite, « Je suis reconnaissant au pape Léon d'avoir dit cela ». Même si le récit médiatique attise constamment le conflit, et oui, de vrais désaccords ont existé et existeront encore, la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Et il a ajouté que le pape Léon prêche l'évangile comme il le doit, et que cela signifie inévitablement qu'il exprime ses opinions sur les enjeux moraux du jour. Le président et toute l'administration travaillent à appliquer ces principes moraux dans un monde désordonné. C'est de la grande classe. Une réponse très classe.
La présentation soignée est devenue l'un des accessoires préférés du mouvement, un gant de velours ajusté avec soin sur le même vieux scénario de fer. Cela dit, il ne faut pas manquer ce qui vient de se passer ici. Si vous ne le savez pas, le Vatican a passé le dernier siècle à cultiver une image soigneusement façonnée de ce qu'on appelle la neutralité permanente. Le Saint-Siège se présente comme le souverain pacifique, la conscience morale au-dessus de la mêlée politique, l'intermédiaire honnête entre l'Est et l'Ouest. Cette posture a été formalisée dans les accords du Latran de 1929 et elle est devenue depuis la carte de visite du Vatican. Mais voici le problème, et c'est ce que tout intellectuel catholique honnête dénonce depuis des décennies. Ces dernières années, cette neutralité a été systématiquement récupérée par l'extrême gauche. L'Observatoire cardinal Van Thuan pour la doctrine sociale de l'Église a publié l'an dernier une analyse frappante, soutenant que le Vatican s'est aligné sur ce qu'il a appelé, je cite, une post-démocratie totalitaire et élitiste, dirigée par les responsables du Parti démocrate américain et convergent avec le Forum économique mondial, Davos, la Commission européenne et même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Encore une fois, c'est la conclusion de cette récente étude sur les politiques du Vatican et ses liens organisationnels. Donc, en clair, cela signifie que la neutralité du Vatican est une fiction. Il se cache encore derrière l'apparence de neutralité, comme le font toutes les institutions libérales mondialistes, mais il est constamment opposé à la droite politique. Les déclarations du Vatican sont constamment biaisées contre le nationalisme, contre le populisme, contre Trump. Et dans la chambre d'écho favorable à Trump, même la moindre friction morale est rapidement montée en contenu de persécution avant même que les micros aient eu le temps de refroidir, et cela parce que le Vatican a été largement récupéré par des sensibilités et des organisations internationalistes de gauche et n'est absolument pas neutre. Il défend constamment des causes de gauche, les frontières ouvertes, il défend la gouvernance mondiale, il défend l'alarmisme climatique vers le plus radical et le plus extrême. Sur ces questions, le Vatican parle d'une seule voix. Et cette voix ressemble énormément à Davos en habit liturgique. Mais ce que cela révèle aussi, c'est que la gauche politique reconnaît l'importance extraordinaire d'une immense tendance mondiale en train de se déployer en ce moment même avec la montée de ce qu'on appelle la théopolitique. Vous avez entendu parler de géopolitique. Eh bien, de plus en plus, nous voyons un monde gouverné par la théopolitique. Nous le voyons en ce moment même dans le Golfe Persique, avec une guerre impliquant une théocratie et une alliance des accords d'Abraham. La théopolitique, c'est la réémergence de la religion comme élément central, à la fois des politiques intérieures et des relations internationales. L'aile progressiste de l'Église catholique, qui domine la bureaucratie vaticane depuis Vatican II, comprend parfaitement que si les électeurs catholiques de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, restant avec Trump, et J.D. Vance en 2028, le projet libéral en Amérique est à peu près terminé. Il déploie donc le seul atout qui leur restait en théopolitique, l'autorité morale de la papauté, pour tenter d'arracher ses électeurs. Et cela n'a pas fonctionné. Le pape a scié. Et à l'international, il va maintenant jusqu'à recommander aux réfugiés potentiels et aux immigrants de rester dans leur propre pays et de travailler à l'améliorer. À mes yeux, cela ressemble beaucoup à ses propres conditions de reddition. Et J.D. Vance vient d'accepter cette reddition. Quand cette machine politique sent la moindre hésitation, elle fait ce qu'elle fait toujours. Elle déclare la victoire d'abord, tient la conférence de presse ensuite, et laisse la certitude briller un peu plus longtemps que les faits. Et les catholiques américains, des fidèles comme Tom Oman jusqu'aux millions de croyants dans les bancs des églises, ont montré au Vatican que l'ère de la politique papale, progressiste imposée d'en haut, est terminée. Il semble que Léon l'ait compris. Mais si c'est pas le cas, le président Trump sera tout à fait disposé et tout à fait capable de le lui rappeler.